Chronique agricole et viticole avec Hubert Cartel. Il est en direct, Hubert, depuis les studios de RCF Cœur de Champagne à Châlons. Bonsoir, Hubert. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous. Ah, on est content de vous retrouver. Ça nous semblait loin, parce qu'un mois, ça va vite, mais ça semblait loin d'ici le mois dernier. Mais oui, il s'en est passé des choses depuis. Oh là là, c'est incroyable. Alors c'est vrai que les élections européennes se profilent à l'horizon, ce sera le 26 mai. Les observateurs et analystes disent que ces élections pourraient marquer un coup d'arrêt à la construction européenne. D'autres voient déjà dans cette situation l'occasion d'une nouvelle impulsion au projet européen qui n'en finit pas de s'imaginer, mais qui a pourtant fait la preuve au cours de ces dernières 60 années qu'il était bien la meilleure garantie d'une paix durable. Alors, sans bien sûr évoquer le résultat des élections, on ne le connaît pas, Hubert, il semble bien que l'Europe soit un tournant de son histoire, et surtout dans le domaine agricole, si on carte un peu de ce cadre général, l'agriculture, votre spécialité, est-ce qu'elle peut être impactée par ce qui va sortir des urnes le 26 mai prochain ? Oui, bien sûr, et beaucoup d'activités économiques d'ailleurs. Et je pense, vous avez rappelé, Jean-Pierre, à juste titre, que la dernière guerre, c'est 1939, et nous sommes en 2019, ça fait 70 ans. On va fêter le 70e anniversaire, si je puis dire, de cette dernière guerre mondiale qui a fait, rappelons-le, 70 millions de morts, c'est-à-dire autant que la population française d'aujourd'hui. Et rappelons-nous qu'à la fin de cette guerre qui était absolument catastrophique, eh bien, les pères fondateurs de l'Europe, les Français Robert Schuman et Jean Monnet notamment, ont dit « plus jamais ça ». Et ils ont prôné la réconciliation des nations et une idée tout à fait intéressante qui était celle de faire des affaires ensemble. Parce que quand on fait des affaires ensemble, eh bien, a priori, on ne se fait pas la guerre. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, la terreur était encore dans toutes les têtes. On se rappelait d'Hiroshima, des moyens de destruction massifs à la disposition des hommes et une vraie volonté de pacifier l'Europe. Et donc, à la fin de cette dernière guerre qui a fait les dégâts que tout le monde se rappelle, il faut se rappeler aussi que 6 fois, à peu près 6 départements français étaient devenus, en termes de terres agricoles, impropres à la culture. On distribuait des tickets de rationnement. Nos grands-parents se rappellent de ça, nos parents aussi. Et la situation alimentaire était extrêmement tendue en France, mais encore pire en Allemagne. Et c'est pour cette raison que juste après le premier traité de collaboration entre l'Allemagne et la France, le CECA, le charbon et l'acier, les 6 pays fondateurs de l'Europe ont mis en place le fameux marché commun agricole, avec un objectif absolument clair qui était celui d'atteindre le plus vite possible l'autosuffisance alimentaire dans les 6 pays concernés. Il faut dire, Hubert, que les paysans français, et en particulier ceux de notre région agricole, il semblerait qu'ils aient trouvé quand même un grand intérêt. Ben oui, bien sûr, ils ont trouvé un intérêt parce que, et toute la France agricole a trouvé un intérêt à ce moment-là, parce que ce pays qui est la France avait le meilleur potentiel agricole d'Europe, avec des bonnes terres, de l'eau partout, et donc une agronomie tout à fait favorable. Et elle avait aussi à faire des révolutions, la révolution du machinisme, on passait du cheval animal au cheval vapeur, à remembrer son parcellaire et puis aussi à maîtriser les engrais. Et c'est comme ça que le traité de Rome de 1957 a été une opportunité extraordinaire pour l'agriculture française. Et il faut bien dire que les agriculteurs, et ceux de notre région en particulier, ont su saisir cette chance. Et avec la première politique agricole, la première PAC, si je puis dire, de 1962, il y a eu un avantage fantastique qui a été celui de la garantie du prix d'achat aux paysans de la plupart des produits agricoles. Et je vous assure que les paysans de l'époque ont bien compris que c'est dans le productivisme que se trouvait la clé de leur réussite. Alors, mais évidemment, Hubert, ce système, on peut redire cette politique agricole commune, finalement, est-ce qu'elle n'a pas été victime de son succès d'une certaine façon ? Je crois que c'est la bonne expression, victime de son succès, car en passant d'une agriculture qui était autarcique, d'avant-guerre, avec la garantie des prix qui était accordée par la première PAC de 62, on est passé à une agriculture industrielle, et en l'espace de moins d'une génération, l'objectif a été atteint de l'autosuffisance alimentaire. Et on s'est retrouvé avec des montagnes de céréales, des montagnes de poudre de lait, de beurre, du sucre, et vis-à-vis desquelles l'Europe s'est retrouvée dans une impasse budgétaire parce qu'elle les avait payés à un prix garanti
et on ne savait pas les exporter autrement qu'en les subventionnant, ces exportations, pour ramener les prix européens payés aux agriculteurs au niveau des cours mondiaux. Sinon, personne ne nous achetait ces montagnes de produits agricoles. Donc, au fil des ans, on imagine que la PAC, la politique agricole commune, a dû s'adapter. Alors bien sûr, parce que quand les objectifs sont atteints, il faut revoir un petit peu sa monture, il faut modifier les orientations. Et à chaque fois, par rapport à la réussite du productivisme, eh bien, il faut constater que la réforme s'est faite avec des moins. Et les moins en question ont cassé une forme de dynamisme de développement agricole dans cette logique du productivisme qu'on lui avait assignée à l'origine. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au départ, on en avait besoin du productivisme. Alors c'est l'occasion de revoir comment on s'y était pris, parce que ça peut être instructif pour nous aujourd'hui encore. Alors on s'y est pris tout simplement en limitant la production pour n'assurer des prix garantis que sur un certain volume. Et on expliquait à l'agriculteur que tout ce qu'il produirait au-delà de ce volume lui serait payé au cours mondial. En gros et assez théoriquement, toute la production nécessaire à l'alimentation des Européens bénéficiait de prix garantis et tout ce qui dépassait les besoins des Européens était payé au cours mondial. Et cela permettait de ne pas avoir de coûts supplémentaires sur le plan du budget européen. Mais ça n'a pas suffi. On a mis en place des quotas de production comme par exemple les quotas betteraviers en 1967, les quotas laitiers en 1984, mais ça n'a pas suffi. Et l'Europe et la PAC en particulier s'est mise à coûter de plus en plus cher au budget européen. Et il faut savoir que les derniers chiffres connus font qu'on est tout près de 40% du budget total de l'Europe consacré à l'agriculture, alors qu'on a une population agricole qui ne fait que diminuer. Alors de ce fait, avec des objectifs qui ont été largement dépassés en matière d'autosuffisance alimentaire, et aussi avec une représentativité en constante diminution, les mauvaises nouvelles allaient continuer à tomber pour les agriculteurs. Alors les mauvaises nouvelles, lesquelles, Hubert ? Alors dans l'histoire de cette PAC, la plus mauvaise, c'est celle du commissaire McSharry, l'Irlandais, dont tous les agriculteurs se souviennent, en 1992, où on a commencé à mettre fin à la garantie des prix. Alors on a mis les prix garantis, c'était le début de la fin, si je puis dire, et on a mis en place des compensations du revenu pour faire en sorte que de plus en plus régulièrement, et plus récemment d'ailleurs, on est pratiquement arrivé à ça aujourd'hui, c'est que la totalité des prix des produits agricoles est rémunérée au cours mondial. Et il faut aussi savoir que les primes PAC qui avaient été mises en place en 92 pour compenser la baisse des prix qui avait été de l'ordre de 30%, elles aussi sont en totale réduction. Et c'est très important dans notre région parce que quand on regarde sur les 10 dernières années dans notre région, en particulier à Champagne-Crayeuse, le revenu agricole est pratiquement égal aux primes PAC qui viennent de Bruxelles. Alors, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que cette PAC, moins intéressante pour nos agriculteurs, ne devait pas être réformée dès 2021 ? Mais si, justement, c'était le calendrier normal. Et effectivement, la Commission européenne, qui, vous savez, c'est le gouvernement de l'Europe, avait annoncé au mois de mai dernier, mai 2018, que le budget de la PAC serait revu à la baisse. Il coûte trop cher et aujourd'hui, il y a d'autres priorités au niveau européen. Et on avait annoncé 5% en euros constants, ce qui a fait d'ailleurs hurler les responsables agricoles et les syndicalistes qui ont dit mais c'est la première fois qu'on parle d'euros constants, et ce qui fait que sur une période de 7 ans, les 5% ça fera plutôt 10 ou 12% de baisse. Mais là encore, les élections du 26 mai prochain bouleversent tout. Tout est revu et remis en question. Alors, pourquoi donc, pour conclure, Hubert, comment peut-on résumer un petit peu la fin de notre chronique ? Parce que, et on ne le dit pas assez quand on parle des élections européennes, on a, à l'occasion de ces élections, une sorte d'alignement des planètes avec une recomposition qui est presque totale de toutes les instances européennes. Ainsi, après le 26 mai, on aura élu 751 nouveaux députés au Parlement de Strasbourg, élus pour 5 ans. Alors, à ce sujet, 74 ou 79 Français selon qu'il y aura encore les Anglais ou pas. Donc, ce nouveau Parlement élira ensuite un président.
et pour 5 ans un nouveau chef de gouvernement, ce qu'on appelle le président de la Commission européenne, pour remplacer M. Juncker. Et aussi on aurait la nomination pour 5 ans de 28 commissaires européens, dont un nouveau commissaire agricole qui remplacera Phil Hogan. Enfin, une fois qu'on aura recomposé le gouvernement de l'Europe avec un nouveau Parlement de l'Europe, eh bien cette nouvelle commission, à l'écoute du Conseil des ministres, devra décider d'une politique et voter un budget pour l'Europe. Et c'est un budget pour 7 ans, et dans ce budget, il y aura le budget de l'agriculture. Et tout ça ne va pas pouvoir se régler en quelques semaines, vous imaginez bien. Après le mois de mai 2019, eh bien, il va falloir du temps pour recaler tout ça avec tous ces nouveaux responsables au niveau européen. Et pour cette raison, les décideurs actuels de l'Europe sont des gens raisonnables. Ils ont décidé de décaler 2 ans la nouvelle PAC. Et donc, on va avoir une PAC qui sera non pas 2021-2027, mais 2023-2029. Alors, pour terminer, parce que le temps passe très très vite, Hubert, que va-t-il se passer pendant ces 2 années sans PAC? Je vais être très rapide, Jean-Pierre. C'est le statu quo. On garde le régime ancien et puis on verra bien pour les 2 ans ensuite. Et on y reviendra ensemble, si vous voulez bien, dans cette émission, dans le 18-19 en Champagne. Merci Hubert Cartel en direct de RCF Cœur de Champagne avec les moyens techniques de RCF Cœur de Champagne en direct et Christopher Fausten. On vous souhaite Hubert une très très bonne semaine et puis au mois prochain. Eh bien à très bientôt Jean-Pierre et bonsoir à tous les auditeurs. Et une intervention d'Hubert Cartel que vous pourrez retrouver